vous propose une petite vidéo rapide pour conclure cette leçon en terminale STMG sur la Seconde Guerre mondiale, afin de traiter donc le grand D qui porte sur les décisions qui ont été prises après la guerre pour essayer d'en dresser le bilan et de faire en sorte qu'une nouvelle guerre de ce type n'ait pas lieu, ce qui a marché jusqu'à présent, espérons que ça dure. Alors le premier point, c'est déjà de voir que les négociations, les discussions qui ont eu lieu entre États pour régler la Deuxième Guerre mondiale n'ont eu lieu qu'entre les vainqueurs, et donc essentiellement les trois grandes puissances qui formaient l'alliance contre le nazisme, à savoir, comme on les voit sur cette photographie, la Grande-Bretagne, avec ici son Premier ministre Winston Churchill, les États-Unis avec le président Roosevelt et l'URSS avec Staline. La photo ici est prise alors que la guerre n'était pas terminée, lors d'une des conférences internationales qui avait eu lieu pour préparer l'après-guerre, et celle-ci était la conférence de Yalta de février 1945, où on avait pris pas mal de décisions essentielles, notamment l'idée que l'Allemagne serait occupée par les différents vainqueurs après la guerre. Passons tout de suite aux principales décisions qui ont été prises pour essayer d'installer une paix durable. Le point le plus essentiel à retenir, c'est la création de cette organisation internationale qui existe encore aujourd'hui, qui est née en 1945 pour préserver la paix et faire respecter les droits de l'homme dans le monde, et qui s'appelle l'ONU, donc Organisation des Nations Unies. Alors, vous en voyez à l'image son célèbre bâtiment qui se trouve à New York. Ce n'est pas un hasard si le bâtiment a été fait à New York, puisque très clairement ce sont les États-Unis qui ont eu la principale influence au moment de la création de cette ONU, du fait de la supériorité militaire des États-Unis bien sûr. Cette ONU avait l'ambition d'essayer de réorganiser le monde à l'avenir selon des principes plus démocratiques, des principes de discussion, de diplomatie ouverte, c'est-à-dire qu'on discute en public. Et c'est la raison pour laquelle l'ONU a été dotée dès le début d'une assemblée générale qui existe toujours, dans laquelle chaque État membre des Nations Unies siège et possède une voix. Donc on a là une espèce de fonctionnement démocratique. L'autre idée, c'est que pour faire régner la paix, il faut que les pays du monde s'entraident, coopèrent, et notamment coopèrent pour essayer d'améliorer les conditions de vie des gens, d'améliorer les conditions de production, de commerce, etc. C'est pour cela que les Nations Unies incluent aussi tout un certain nombre d'agences qui ont des missions à mener sur certains points des politiques de développement. Ces agences, vous en avez probablement entendu parler vaguement. C'est par exemple l'UNESCO, qui est une agence pour le développement de la culture et de l'éducation, l'UNICEF, qui est une agence pour la protection des enfants, et puis on a une très longue liste, l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, dont on parle pas mal avec la crise du Covid, est aussi une agence de l'ONU. Donc jusque-là, tout a l'air effectivement très démocratique et très conforme aux principes des pays vainqueurs, donc qui ont battu le nazisme et qui donc cherchent à imposer des principes contraires à ceux du nazisme, des principes de liberté, des principes de progrès commun et de coopération. Cela dit, l'autre institution importante des Nations Unies, qui elle est moins démocratique, c'est le Conseil de sécurité. C'est celui qui est en charge des questions vraiment liées aux tensions internationales et aux risques de guerre. Et dans ce Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents, 5 pays qui sont toujours membres du Conseil et qui possèdent un droit de veto, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'opposer à une décision.
Ces pays, ce sont en gros les vainqueurs de la guerre. Les États-Unis, l'URSS, la France, le Royaume-Uni et la Chine. Et on verra plus tard dans l'année que pendant très longtemps au cours du XXe siècle, la rivalité et les désaccords entre États-Unis et URSS ont fait que ce Conseil de sécurité n'a pas été bien utile. Donc là, on a vraiment les vainqueurs de la guerre qui ont plus de pouvoir que les autres pays du monde. Donc là-dessus, le principe démocratique est moins net. Et le deuxième point sur ces fondations d'un monde nouveau après la guerre, c'est le sort qui a été réservé aux dirigeants nazis, également aux dirigeants japonais, mais je traiterai simplement ici du procès des dirigeants nazis encore en vie, qui commence en 1945 et qui s'intitule le procès de Nuremberg. Alors, tous les dirigeants nazis n'étaient pas en vie. Hein. Hitler, Himmler ou Goebbels, par exemple, s'étaient suicidés dans les derniers jours de la guerre. Et pour juger et condamner les principaux dirigeants nazis encore en vie, on a organisé pour la première fois un tribunal international. C'est-à-dire que les juges présents dans ce tribunal n'étaient pas des juges allemands, mais des juges provenant des pays des grands vainqueurs de la guerre, donc États-Unis, Union soviétique, France et Angleterre, pour les principaux. Les nazis ont été confrontés à leurs crimes au cours de ce procès. Si vous voyez l'écran au fond de l'image, c'est un espace où des images, notamment des centres de mise à mort et des camps de concentration ont été montrés. C'est un procès aussi qui a été public et puis filmé et relayé dans le monde entier afin que tout le monde en soit mis au courant. Et donc pour faire face à la découverte de l'horreur de l'extermination des Juifs, de ce génocide, et plus généralement de tous les crimes de guerre que les nazis avaient perpétrés contre des civils, eh bien, on a créé un nouveau chef d'accusation au cours de ce procès. Le chef d'accusation de crimes de guerre, c'est-à-dire de violences injustifiées contre les civils, existait encore, mais pour ce procès et pour ce cas spécifique-là, on a créé pour la première fois un nouveau chef d'accusation, donc un nouveau type de crime, qu'on a intitulé crime contre l'humanité. Et la notion de crime contre l'humanité donc fait référence au crime de génocide. Donc je rappelle la définition, c'est le fait d'avoir planifié, organisé et mis en œuvre le massacre d'une population entière. Par crime de l'humanité, on inclut aussi le simple fait de déporter des populations ou de les mettre en esclavage en raison de leur identité, hein, qu'elle soit religieuse, comme dans le cas des Juifs, ou nationale, comme dans d'autres cas. Et donc c'est la première fois que des gens ont été condamnés pour crimes contre l'humanité. Alors sans rentrer dans le détail, dans ce tableau, on voit la liste des principaux nazis jugés à Nuremberg, les trois types de chefs d'accusation, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et ce qu'il est advenu de chacun d'entre eux, où on peut voir par exemple que Göring, qui est à ce moment-là le nazi le plus important, puisqu'il était numéro 2 du régime, a été reconnu coupable pour les trois chefs d'accusation et condamné à mort. Alors, le fait est que lui s'est suicidé avant d'être exécuté, mais d'autres importants dirigeants nazis ont été exécutés, et certains qui, bien qu'étant jugés coupables, ont été jugés moins responsables que d'autres, ont simplement fait de la prison. Mais voilà donc, avec l'ONU et le procès de Nuremberg, les deux principales actions mises en œuvre par les vainqueurs de la guerre pour créer une nouvelle condition internationale afin que de nouvelles guerres mondiales ne se produisent plus.